Hello, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je te souhaite une bonne année 2023. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. Le ransomware Vice Society utilise une nouvelle méthode de chiffrement. Vice Society, aussi appelé Polyvice, utilise un chiffrement hybride. C'est la combinaison du chiffrement asymétrique avec EntroEncrypt, qui est plus performant que RSA, et du chiffrement symétrique avec SHA-20 combiné avec Poly 1305. Pour le chiffrement asymétrique, les pirates utilisent cette implémentation open source de EntroEncrypt sur GitHub. Et pour le chiffrement symétrique, c'est cette version de GitHub qui est utilisée. Au démarrage, le pirate génère une paire de clés avec EntroEncrypt, puis la clé publique, encore appelée Master Public Key, est importée sur le PC de la victime. Voici un extrait du code qui importe la clé publique. Ensuite, une paire de clés est générée sur le PC de la victime avec un paramètre strength de 112 bits. Chaque victime utilise une paire de clés uniques. La clé privée NTRU générée précédemment est chiffrée avec la clé publique NTRU que le pirate a importée sur le PC de la victime. Petite parenthèse, si tu as besoin d'une intro sur la cryptographie, j'ai fait cette vidéo, je mettrai le lien dans la description. Donc ensuite, une clé SHA-20 Poly 1305 est utilisée pour chiffrer chaque fichier sur le PC de la victime. Et avant de lancer le chiffrement avec SHA Poly 20, Polyvice vérifie la taille du fichier. Les fichiers de moins de 5 mégaoctets sont totalement chiffrés. Les fichiers qui ont une taille entre 5 mégaoctets et 100 mégaoctets sont chiffrés partiellement. Donc en fait, deux fichiers de 2,5 mégaoctets sont générés et chiffrés. Les fichiers de plus de 100 mégaoctets sont découpés en 10 petits fichiers de 2,5 mégaoctets et chaque petit fichier est chiffré. Pour accélérer le chiffrement des fichiers, Vice Society utilise le multithreading et utilise le processeur au maximum. La clé privée générée précédemment est utilisée pour chiffrer des clés symétriques de SHA Poly 20. Donc si je résume, la clé utilisée par SHA Poly 20 Poly 1305 est chiffrée avec la clé privée créée sur le PC de la victime. Et cette clé privée est chiffrée avec la clé publique que le pirate a importée via le ransomware sur le PC de la victime. À la fin de chaque fichier, une information y est ajoutée pour faciliter le déchiffrement. Tu as en petit 1 la clé privée utilisée pour le chiffrement symétrique, et en petit 2 la clé publique ou la master key générée par le pirate et importée sur le PC de la victime. Et la dernière ligne, c'est un tag. Tous les fichiers ont l'extension .vice society suivi d'un identifiant par victime. Les utilisateurs reçoivent ce message dès que les données sont chiffrées. Pour terminer, voici les principaux pays visés par ce ransomware. Dans le top 3, on a les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Le 25 août 2022, le directeur de LastPass annonçait que son équipe avait découvert une activité anormale sur l'environnement de développement de LastPass, mais cette activité n'impliquait pas l'accès aux données des clients ou à des coffres-forts de mots de passe chiffrés. En fait, un utilisateur a réussi à avoir un accès à cet environnement de développement via un compte compromis et à récupérer le code source et des informations techniques de LastPass. LastPass indiquait alors qu'ils ont pris quelques mesures pour réduire l'impact. Puis le 15 septembre 2022, le directeur de LastPass publie un autre communiqué. Ils ont investigué cette activité anormale avec l'aide de Mandiant, la filiale cybersécurité de Google. Ils ont découvert que les activités du pirate ont duré 4 jours pendant le mois d'août sur l'environnement de développement. Ils n'ont pas trouvé de preuve d'un accès aux données ou au coffre-fort numérique des utilisateurs. LastPass a également précisé que l'environnement de développement est séparé de l'environnement de production et que LastPass n'a pas accès au mot de passe principal du coffre-fort des utilisateurs. L'utilisateur seul connaît cette information. Le 30 novembre 2022, LastPass confirme qu'un pirate a accès aux données des utilisateurs. LastPass n'a pas fourni les détails des données. Puis le 22 décembre 2022, LastPass annonce qu'un pirate a accédé à un service cloud où LastPass stocke des sauvegardes et des données de production. En fait, les données volées lors de la cyberattaque d'août 2022 ont permis aux pirates d'attaquer un employé de LastPass. L'attaque de cet employé a permis de récupérer des identifiants et des clés utilisées pour déchiffrer des données de sauvegarde sur le cloud. Ces données contenaient des noms de sociétés, des noms d'utilisateurs, des adresses de facturation, des adresses email, des numéros de téléphone et les adresses IP à partir desquelles les clients accèdent au service LastPass. Le pirate a également récupéré une sauvegarde qui contenait le coffre-fort numérique d'un client de LastPass. Ce coffre-fort contenait des données chiffrées et non chiffrées. Parmi les données non chiffrées, il y avait des URL. Les données chiffrées avec AES 256 bits sont accessibles uniquement par la personne qui a le mot de passe principal.
les données de carte bancaire n'ont pas été volées. En général, suite à ce type de cyberattaque, le pirate va ensuite utiliser l'attaque par force brute pour essayer de trouver le mot de passe principal du coffre-fort, et les adresses email collectées vont permettre aux pirates de lancer des attaques par phishing ou hameçonnage. Pour terminer, voici quelques recommandations. Il faut définir un mot de passe principal robuste d'au moins 12 caractères. Tu peux utiliser cet outil de Kaspersky qui te dit si ton mot de passe est trop simple ou en combien d'années ton mot de passe peut être craqué. Si possible, utilise un gestionnaire de mots de passe local et pas sur le cloud, car le cloud c'est juste l'ordinateur d'une autre personne. Il faut mettre régulièrement à jour ton gestionnaire de mots de passe. Le 21 décembre, Okta a annoncé un incident de sécurité sur Okta Workforce Identity Cloud. Okta est une société spécialisée dans la gestion des identités. GitHub a constaté une activité suspecte sur le répertoire GitHub d'Okta. Cet accès a permis de se copier les référentiels de code d'Okta. Suite à l'investigation d'Okta, le pirate n'a pas eu accès aux services Okta ou aux données de leurs clients. Okta a également restreint les accès au GitHub, suspendu les intégrations GitHub avec des applications tierces. Ils ont également fait une revue du code sur GitHub et changé les mots de passe. Pour le moment, je n'ai pas plus de détails sur cette attaque et espérons que cet accès non autorisé du pirate n'aura pas un impact plus grave dans quelques semaines. Des pirates en Corée du Nord ont mené des cyberattaques contre 892 experts en politique étrangère de Corée du Sud afin de voler leurs données personnelles et leur liste d'adresse email. Les hackers ont utilisé le spear phishing et se sont fait passer pour le secrétaire du député nord-coréen Tae Yong-ho et pour un employé de l'Académie de la diplomatie coréenne. Le spear phishing, c'est du phishing qui cible une petite population. Les emails envoyés par ces pirates nord-coréens contenaient des faux sites web ou des pièces jointes avec des virus. Parmi les emails de phishing envoyés, 49 utilisateurs ont cliqué sur les faux sites web et les pirates ont eu accès à leur boîte mail et récupéré des données. D'après la police, pour masquer leurs traces, les pirates ont utilisé 326 serveurs dans 26 pays. La police pense que c'est le même groupe de pirates qui était aussi à l'origine de l'attaque en 2014 sur la Korea Hydro and Nuclear Power, une société qui gère les centrales nucléaires en Corée du Sud. Les pirates nord-coréens ont volé 1,72 milliard de dollars en crypto-monnaie dans le monde depuis 2017. Je termine par cette annonce de Park Jong-wook qui dit qu'il y a eu environ 1,18 million de tentatives de cyberattaques par jour le mois dernier contre le gouvernement sud-coréen. Trend Micro a partagé une information intéressante sur le malware Raspberry Robin qui cible des gouvernements et des entreprises de télécom. Voici comment ce malware se propage et comment il fonctionne. Le malware est copié dans une clé USB. Cette clé USB contient un fichier LNK ou fichier raccourci Windows qui fait appel à un exécutable msiexec.exe ou WMIC. Cet exe va télécharger un fichier MSI qui va permettre l'exécution de Raspberry Robin. Raspberry Robin contient aussi un client Tor qui va en permettre de se connecter au réseau Tor. En fait, dès que l'utilisateur double-clique sur le fichier LNK, toute cette chaîne est déclenchée. Le malware utilise plusieurs niveaux d'obfuscation ou plusieurs couches pour ne pas être détecté par les outils de sécurité comme un antivirus. Une couche est représentée ici par un rectangle. Ensuite, tu as un vrai payload et un faux payload. Le payload, c'est la charge utile ou le code malveillant qui sera exécuté. Si le malware détecte qu'il est exécuté sur une sandbox, petite parenthèse, la sandbox ou bac à sable est un environnement isolé qui permet de faire des tests. Si Raspberry Robin détecte donc la sandbox, il utilise donc le faux payload et comme ça, les gens qui analysent le malware auront de fausses informations sur son fonctionnement. Il peut détecter si le PC de la victime est membre d'un domaine Windows. Si ce n'est pas le cas, il va par exemple essayer de télécharger l'adware Browser Assistant ou récupérer des informations système comme le nom du PC, le username, le processeur, etc. Ces informations seront envoyées à une URL qui appartient au pirate. Si le malware ne détecte pas de sandbox ou d'outil d'analyse, il commence par s'exécuter en tant qu'administrateur ou il va utiliser un outil pour contourner la vérification des permissions. Ensuite, Raspberry Robin va se connecter à une adresse sur Tor qui est dans le code du malware. Cette connexion à Tor va permettre de communiquer avec le pirate. Pour masquer son exécution, le client Tor apparaît dans la liste des processus avec le nom DLL host ou reg srv ou run DLL 32. Des modules malicieux sont distribués sur la plateforme Python Package Index, le gestionnaire de paquets de Python. Ces paquets malicieux portent plusieurs noms: Angel Stealer, Celestial Stealer, Fate Stealer, Leaf Stealer, Pure Stealer,
Satan Stealer et Skid Stealer. Ces malwares sont des copies de W4SP Stealer dont l'objectif est de voler les données personnelles des utilisateurs, mais aussi les portefeuilles des crypto-monnaies et les données de Discord. Dans son analyse, le groupe Phylum a trouvé dans le code source un appel à cette URL qui renvoie vers ce code illisible, en utilisant des outils comme BlankOBF pour le rendre lisible. Phylum a constaté que le code faisait référence à un autre malware, Leaf Stealer. Voici d'autres paquets malicieux sur Python Package Index, Module Security, Enfor Module, Chaz, Random Time, Proxy Generator Build, Xcordy, Tom Proxy, 6G, P4Sync, Infosys, 6Purter, Now6, Upamonks, Captcha Boy, Proxy Booster. La plateforme BTC.com a été victime d'une cyberattaque le 3 décembre. Cet incident a coûté 3 millions de dollars à cette société et ses clients. La société mère BIT Mining a lancé une enquête depuis le 23 décembre. Pour le moment, elle n'a pas publié les résultats de cette investigation. Je termine avec la CNIL qui a sanctionné Microsoft d'un montant de 60 millions d'euros. La CNIL est une autorité indépendante en France dont l'objectif est de protéger les données personnelles et préserver les libertés individuelles. La CNIL reproche à Microsoft de ne pas avoir mis en place un mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Ceci fait suite à une plainte sur l'utilisation des cookies par Bing.com entre septembre 2020 et mai 2021. Un cookie publicitaire était alors déposé sur le PC de l'utilisateur sans lui demander son avis et Microsoft n'a pas proposé un bouton pour accepter ou refuser le dépôt de cookies. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.